Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire consacré à l'agence média du futur, organisé par Media Marketing en collaboration avec IPM Advertising. Alors pour en parler, nous recevons de loin François Chaudoir et Sylvie Herzy, qui sont respectivement président et vice-président de l'UMA, l'association des agences médias, et Thierry Brinart. Thierry est le CEO de Wavemaker, et François et Sylvie occupent également les mêmes fonctions chez Space et IPG Media Brands. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et de vous demander comment vous allez, vous, personnellement, et comment vous avez vécu ces dernières semaines avec vos équipes à distance, etc. Sylvie? Honneur aux femmes. Ben, écoutez, je vais bien, l'équipe va bien, le business, on en parlera dans un instant, mais c'était plutôt calme hein, dans le sens que il n'y a pas eu de crise en fait liée à toutes ces décisions qui ont été prises de confiner les équipes, de travailler à distance, de s'assurer que l'architecture et l'IT fonctionnent, de s'assurer que la collaboration était en ordre, que les éléments de partage soient en ordre. Donc honnêtement, ça s'est passé de façon plutôt douce avec un énorme, je pense, professionnalisme et beaucoup de candeur et de gentillesse de l'ensemble de nos équipes. Et je pense que je parle pour l'ensemble des agences et pas seulement pour la mienne. Donc voilà. Et d'un point de vue personnel, ben voilà, tu sais ce qui s'est passé, mais tout va mieux aujourd'hui. Tant mieux. Et chez tes collègues, François et Thierry? Chez moi, alors en ce qui me concerne, tout va bien. Le bilan est rassurant à titre personnel au niveau de ma famille, et merci. En ce qui concerne les équipes de Space aussi, on a eu quand même 3 cas de personnes infectées, mais qui aujourd'hui vont toutes bien. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Après, c'est vrai qu'au-delà de tous les éléments opérationnels fonctionnel, IT, home working, etc. Je crois qu'on a tous vécu ça, en tout cas chez Space, avec beaucoup d'incrédulité et de scepticisme, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, personne ne s'imaginait un tel raz-de-marée pourrait nous frapper. Et puis, au fur et à mesure, on a pris un peu l'amplitude du risque et de la responsabilité qu'on avait tant au niveau individuel et plus qu'au niveau sociétal. Euh, alors, à titre personnel, si vous me demandez, je peux dire, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, j'ai détesté ce confinement. Je suis hyper heureux que tout doucement, on commence à en sortir. J'ai détesté être éloigné de mes proches. J'ose pas encore trop me réjouir de tous ces petits signaux qui arrivent et qui donnent le sentiment qu'on arrive à la fin de ce confinement peut-être, et sans trop s'affoler par rapport aux conséquences d'une deuxième vague. Mais en tout cas, moi, je crois que si nous réagissons avec raison et prudence, on va sortir enfin de ce tunnel qui aurait été un truc incroyable à vivre. Je suis assez d'accord avec toi. Et en ce qui te concerne, Thierry? Écoute, personnellement, je vais super bien. Le fait, en fait, de plus être dans les embouteillages le matin, le 411, et le soir, bon, le soir, je suis moins souvent dans les embouteillages vu que je pars un petit peu plus tard, mais je me permet de faire beaucoup plus de choses de mes journées. Je pense que ce que je retire, moi, d'un point de vue personnel, c'est que je me suis encore plus rapproché de mes enfants. Je suis très proche de mes enfants, mais là encore plus. Pourquoi? Parce que les miens, ils ont 12 et 9 ans, donc ils sont petits sans être trop petits. Et le fait que du jour au lendemain, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'activités sportives, le week-end, il n'y a plus les scouts, il n'y a plus les sports, il n'y a plus les tournois de hockey, fait que finalement, je suis à 25e CEO, hein, je suis à la fois CEO, à la fois papa, à la fois gentil animateur au JO, comme on dit, pour faire en sorte qu'il fasse quand même un petit peu de sport. Puis évidemment, être simplement un père, ça prend pas mal de temps. Pourquoi? Parce ils ont beaucoup de questions, hein. Ils ont les questions qui sont liées par rapport à leurs cours, mais aussi les questions qui sont liées simplement à quelque chose que personne n'a jamais vécu, hein. Quand ils me demandaient au début du mois de mars: «Papa, est-ce que tu penses qu'un jour on retournera à l'école?» Je pense que nous, en tant qu'étudiants à l'époque, on avait tous connu les grèves dans l'enseignement, on a quand même dû tous présenter nos examens. Ici, pour une fois, c'est une génération qui aurait pu se dire: «On a connu une année, sans devoir faire des examens en fin d'année». Je trouve ça top pour eux. Par contre, d'un point de vue professionnel, je suis fort préoccupé, hein, je pense que le pire est à venir dans les 18 prochains mois, pour être tout à fait honnête. C'est vrai qu'il y a eu les impacts court terme de mars, avril, mai, juin et comme dit Sylvie, on en parlera tout à l'heure,
dans le cadre de ce webinaire, mais je pense que le bain de sang social va plutôt arriver à partir du mois de septembre. On a déjà entendu les conséquences directes de ce qui se passe chez Brussels Airlines. Je pense qu'il y a encore bien d'autres domaines. Je pense notamment à la distribution, pas spécialement la grande distribution, mais la distribution au sens plus large, aussi bien les retailers en vêtements, les retailers en électro, etc. Je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de recul. À ce stade-ci, le politique, ou les économistes plutôt, pas les politiques, parce que je pense que tous les politiques n'osent pas encore annoncer ça, mais les politiques annoncent un recul de plus ou moins 7% du PIB. Les économistes disent qu'on ira peut-être jusqu'à au-delà de ça, plutôt un 10% du recul du PIB. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Une diminution des dépenses des consommateurs, qui va faire en sorte que l'État, qui lui vient de s'endetter de manière exponentielle avec le chômage Covid, va percevoir moins de TVA. Moins de TVA veut dire moins de recettes pour l'État. Donc, je ne sais pas trop, dans la mesure où la Belgique n'a plus la capacité industrielle de créer de la valeur. On est plutôt un pays de services et pas un pays de production à grande échelle. Je me fais du souci, très honnêtement, pour les agences médias, mais le monde de la com en général. Mais je pense que pour l'ensemble de l'économie en Belgique, on va vraiment avoir du mal à se relever. Et je pense qu'on risque d'avoir des répercussions sociales bien plus lourdes plutôt dans les 3 mois que là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sous perfusion grâce aux initiatives que le gouvernement a prises. Ouais. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, pour rentrer directement dans le vif du sujet, on nous dit, on nous rabâche depuis des années que le marché de la publicité et de la communication est en pleine mutation. Est-ce que vous pensez que tous les défis auxquels vous, agence média, êtes confrontés depuis quelques années, quand on parle d'automatisation, de in-housing, les consultants, les boîtes de la tech, la difficulté de recruter des nouvelles personnes pour le secteur, est-ce que tous ces défis ne feront que s'exacerber ou alors vous n'en tenez pas compte à ce stade? C'est moi qui commence? Oui. Je voudrais peut-être d'abord commencer aussi par remercier Thierry, parce qu'en plus d'avoir été un super papa, à mon avis, un super mec à la maison et un super CEO, tu as aussi été un super ami. Et donc, j'en profite pour te remercier parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire ici en prenant la Merci. parole. Alors, la première chose que je pense qui est intéressante ici, c'est que cette transformation, en fait, Fred, elle n'est pas uniquement liée aux agences médias. Et je pense que c'est vrai que on est très à regarder notre nombril quand même dans ce marché, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'on craint tous de devoir tôt ou tard faire face à un certain nombre de choses qui vont nous toucher, mais qui, je pense, moi je suis un peu plus optimiste, ne nous toucheront pas comme elles toucheront le retail. Les exemples que tu donnais, que ne nous toucheront pas comme elle touchera l'Horeca et un certain nombre d'autres sociétés, plutôt petites et moyennes entreprises, qui est quand même le cœur de ce pays, et qui, à mon avis, va en baver bien plus que nous allons en baver. Moi, je pense que par rapport à ce que tu dis, tous ces challenges qui sont en face des agences médias, la situation pour nous, elle n'est absolument pas différente de la situation de tous les business aujourd'hui. Qui n'est pas face à une transformation digitale? Qui n'est pas face à une automation? Qui n'est pas face à des investissements technologiques, il y a des investissements dans des nouvelles compétences, dans des nouveaux types de profils? Tous les métiers sont là-dedans, tous les business sont là-dedans. Les agences médias et les agences de com ne font pas exception. Donc moi, je suis plutôt rassurante et plutôt positive quant à cette transformation. Alors, il est clair que ça se coud parce qu'il faut aller à une vitesse dont on n'est pas maître. Il faut aller à la vitesse de chacun de nos clients, il faut aller à la vitesse de chacun de leurs business, et il faut surtout apprendre plus vite que l'ensemble du marché, puisque nous sommes une société de services, des sociétés de services primaires. Il faut surtout apprendre plus vite que l'ensemble du marché. Et ça met une double pression pour nous, parce qu'on doit garantir l'actuel, c'est-à-dire un niveau de service impeccable, une formation continue de nos gens, une situation financière de notre business qu'on doit préserver le plus loin possible. Et en même temps, il faut se transformer. Et je ne pense pas que ce soit différent pour qui que ce soit. Et donc, je pense qu'il faut, à mon avis, calmer un peu le jeu. Je pense qu'il faut se rendre compte de tous les pas qui ont déjà été pris, de toutes les initiatives qui ont déjà été prises, de tout ce que chacun d'entre nous a déjà fait pour pouvoir avoir une société avec la construction de ces différents piliers dans cette société qui soit parfaite et qui continue à se développer. Et je pense que ce qu'il faudrait sur ce marché, et j'en profite aussi, et merci de nous donner la parole sur ce sujet, c'est de se rendre compte de ce chemin qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a peu de sociétés comme les agences médias, IPG Media Brands, comme l'ensemble de mes collègues ici autour de la table et sur le marché, qui soient autant capables de faire face à l'ensemble de ces changements-là. Parce qu'une grosse partie de ces changements pour nous ont déjà été opérés. Alors, quand j'entends sur le marché, de qui que ce soit, et je ne vise personne, des choses type
Aujourd'hui, il faut cantonner les agences médias dans ce qu'elles ont toujours super bien fait, c'est-à-dire l'achat de l'offline, des GRP au meilleur coût. Je pense vraiment que c'est de la foutaise, et vous allez me pardonner le terme, mais je pense vraiment que c'est mal guider les annonceurs. Parce que je pense sincèrement que ces compétences et ce développement de compétences, il est présent chez nous, il est présent chez les annonceurs, il est présent au sein des annonceurs dans les départements IT, dans les départements de communication, dans les départements médias, dans les départements de données en tous les cas et de gestion de la relation avec le client, comme il est présent dans aujourd'hui ce qu'on positionne comme étant peut-être des gens qui seraient mieux placés que nous, ce que certains appellent des digital native agencies. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense sincèrement que chacun a ses compétences, que chacun a suivi le trajet de développement de sa société et que chacun est aujourd'hui à même de fournir ou pas un certain nombre de services end-to-end. Et je pense qu'il est vraiment important d'insister là-dessus. Et honnêtement, le grand écart qu'on nous demande, et c'est pour ça que je pense qu'on est les mieux positionnés là-dessus et qu'on est bien positionnés. Peut-être pas les meilleurs dans tout, certainement pas, mais on est excessivement bien positionnés aujourd'hui en tant qu'agence média parce que le grand écart qu'on nous demande entre, par exemple, un full insourcing ou un full outsourcing, c'est-à-dire toucher l'annonceur, les techs, les compétences, les profils, les backups de ces profils, l'éducation des gens, l'éducation des clients de ces gens, et ou le placement de toutes ces compétences dans une agence média ou dans une agence de communication intégrée comme celle que nous préconisons être, tout ce qui est entre ces deux extrêmes-là, on peut le faire. On peut le faire. On ne peut pas réussir à tous les coups sur chacune des compétences, mais on le fait. Qu'on travaille sur leur tech, qu'on travaille avec nos gens, qu'on travaille avec leurs gens, qu'on optimise sur des choses qui leur viennent top-down de l'international ou que ce soit des initiatives qui viennent de nous. Tout ce qui est entre ces deux extrêmes-là est parfaitement possible dans une agence intégrée, comme elle est possible dans une agence de consultance, comme elle est possible dans une agence digitale. Mais donc, voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à place. Il n'y a pas un seul modèle préconisé par les uns ou les autres qui vaille la peine. Je pense qu'il y a plusieurs modèles qui valent la peine et qui dépendent d'un besoin d'un client à un moment T, tout simplement. De toute façon, je pense qu'il y a différents éléments dans tout ce qu'on a dit. Il y a la notion d'adaptabilité. Il y a la notion, effectivement, qu'on entend quand même trop souvent de l'obsolescence des agences médias par rapport au métier initial. Alors, on fait ce métier depuis plus ou moins longtemps. Moi, j'ai la chance de le faire, ou la malchance, je ne sais pas, de le faire depuis plus longtemps que Thierry et que Sylvie. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, que ce métier est un métier qui a été tout le temps en mutation, tout le temps en changement. On est passé de l'époque où on faisait du buying, à du planning, à de la stratégie, à du digital, à du conseil business, à de la technologie, à de l'intégration, à de l'aide à l'insourcing, et ce genre de choses. Je pense que c'est devenu complètement dans notre ADN d'évoluer, de changer, de s'adapter. Et par contre, c'est vrai que cette période-ci va probablement nous obliger à ne nous accorder définitivement aucun répit, si tant est qu'on s'en accordait un tout petit peu. Alors après, moi je pense qu'on ne doit pas non plus oublier qu'on a aussi des métiers de base. Et je déteste quand on en arrive à parler du mot commodity, parce que je ne sais pas ce que vous en penserez, Sylvie et Thierry, mais je trouve que quand même bon nombre d'annonceurs continuent encore à nous juger dans pas mal de compétitions internationales sur ce qu'ils qualifient du commodity, mais qui sont quand même des KPI sur lesquels ils nous choisissent aussi. Donc, je crois qu'il faut qu'on trouve une juste posture entre les deux. Après, je crois que définitivement, notre métier est un métier d'accompagnement. Et ça, c'est pas nouveau. Et que, par exemple, aujourd'hui, quand je vois chez Space, et je ne doute pas que chez Wavemaker et chez IPG, c'est pareil, les compétences et le type de profil que nous avons chez nous ont radicalement changé. Et des jeunes spécialisés dans la tech, c'est quelque chose qui a pris maintenant une place énorme, alors qu'auparavant, c'était peut-être marginal. Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais cette évolution, elle est venue très progressivement et en même temps très vite. Justement, par rapport à ça, Fred, moi je vais revenir quand même sur une partie, sur un des volets de la question que tu avais posée, concernant justement le fait que c'est un business model qui reste malheureusement très largement rémunéré sur le volume des achats.
Je t'avoue que j'ai plus, moi, l'impression que c'est clairement une volonté d'encore beaucoup d'annonceurs de nous enfermer dans ce modèle de rémunération. Parce que la majorité des agences médias sont plutôt favorables à des modèles propres, comme l'applique la consultance, à travailler sur un modèle d'heures prestées. Hein, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on te donnait 1 million d'euros pour faire une campagne TV, une campagne radio, et tu avais peut-être un changement de plan, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, avec 1 million d'euros, tu as peut-être 5 plans différents. Et donc, finalement, le nombre d'heures prestées n'est plus du tout rémunéré pour, à l'époque, on te payait peut-être 10% pour un plan à 1 million. Aujourd'hui, on n'en paye peut-être plus que 2 ou 3%. Et encore, tu peux être heureux si tu touches 3% sur un client qui investit 1 million. Donc, ce qui veut dire qu'on passe beaucoup plus d'heures qu'auparavant, que donc le pourcentage du volume n'est absolument pas représentatif, en tous les cas, de nos heures, du travail de nos gens. Et indépendamment de ça, il faut se rendre compte que, comme le disait François, le profil des gens dans les agences médias, le métier de base, comme on dit, je préfère effectivement utiliser le métier de base que dire commodité. Le métier de base est effectivement géré par des gens, mais que ces gens, d'une part, ont des salaires qui sont plus élevés que ceux qu'on pratiquait il y a 10 ans, or que les niveaux de rémunération sont largement inférieurs à ceux d'il y a 10 ans, donc c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir faire se répondre ou développer tous ces nouveaux services, on doit s'entourer de profils qui sont tout à fait différents, et notamment de profils qui ont des PhD plutôt que des gradués en marketing ou des licences en communication ou qui sont ingénieurs en mathématiques appliquées. Ces gens-là, si nous voulons pouvoir être les bons partenaires pour nos clients et pouvoir servir nos clients avec des métiers qui sont des métiers de demain et pas ceux d'aujourd'hui ou d'hier, nous sommes obligés de nous équiper de ces gens, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne produisons pas des produits, mais nous produisons des services. Et pour produire ce service, on a besoin d'avoir des esprits et des cerveaux qui sont bien faits. Ces cerveaux bien faits ont fait des études, ce qui fait qu'en général, ils terminent leurs études à l'âge de 26-27 ans, parce qu'un PhD fait plus que juste l'université en 4 ans. Ce qui veut dire aussi que ces gens sont recherchés sur le marché, ils ont une valeur, et que si nous voulons créer de la valeur pour nos clients, nous devons aussi nous entourer de ce genre de profil, au même titre qu'un Accenture, qu'un McKinsey ou un Bain s'équipe de ce genre de profil. Aujourd'hui, dans les agences médias, en tout cas certaines agences médias, nous avons des profils aussi pointus, voire même meilleurs que chez McKinsey, chez Bain ou chez Accenture, hein, mais pour pouvoir les attirer, on doit être aussi compétitifs que ce que ces autres employeurs sont prêts à donner. Et donc, quelque part, c'est sûr que continuer à payer avec des pourcentages sur du volume, c'est absolument pas viable pour nous, et que la diversification de services, entre autres à travers la tech, comme le disait François, nous permet non seulement de nous créer une place dans l'écosystème de demain, mais aussi de pouvoir développer des services qui sont pas encore mûrs. Et c'est ça qui est chouette, hein. À l'époque, on disait le marketing, c'est répondre aux besoins du consommateur. La nouvelle définition du marketing, c'est anticiper les besoins du consommateur et donc créer des besoins au consommateur, comme le fait très bien Apple. Les agences médias doivent aussi créer quelque part ces besoins de nouveaux services, comme dans le voice, comme dans l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Et, enfin, on est bien placé pour le savoir ici chez Media Marketing. On voit quand même que vous embrassez toute une série de spécialisations, de services, etc. Mais on a aussi l'impression, et tu le disais toi-même, enfin vous le disiez tous, que les annonceurs ne parvenaient pas encore à percevoir ça. Et que ce concept de consult agencies dont tu parles, notamment toi Thierry, reste un peu lettre morte actuellement et qu'on reste au niveau, je ne vais pas dire de la centrale d'achat, mais de l'agence média classique. Ouais. Bah, là, je suis moins d'accord. C'est vrai qu'on nous a souvent considérés pour le trading et la négo. Enfin, en tous les cas, certainement ces dernières années, la majorité des pitchs, même si on dit toujours, parce qu'on a une bonne conscience, que la stratégie est quand même évaluée dans le cadre d'une soumission de pitch. Tout ce qui est négo trading, pour moi, n'est pas ce sur quoi les agences médias vont se différencier. Il ne faut pas oublier que nos agences, d'ailleurs, j'aime plus dire agences médias, je pense que nous sommes des agences, et après ça, consultancies, agences de communication, agences de consulting, peu importe, chacun choisit sa définition. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, nous sommes des stratèges qui avons pour but d'assurer donc les meilleures stratégies de communication, bien sûr, et la meilleure amplification possible des différents touchpoints. Et ça reste le cœur de notre métier, et c'est vraiment là-dessus
qu'un client, peu importe son secteur, pourra nous différencier. Parce que donner des conditions de malade, non seulement on voit à un certain moment qu'on a un certain pushback de la part des médias, hein, les médias ne sont plus d'accord de donner des conditions démesurées, ça c'est une chose, et nous on se rend bien compte aussi que d'un point de vue rémunération, il y a un moment donné, on ne peut plus continuer à travailler avec des rémunérations qui ne permettent plus de nous payer. Donc effectivement, le fait de développer des nouveaux services nous permettent à nous de nous positionner comme des consultants sur des secteurs qui sont peut-être moins matures pour le commun des mortels, et qui sont néanmoins pertinents pour les stratégies marketing de nos annonceurs. Et c'est clair que ces nouveaux services-là, vu qu'il n'y a pas de moyen de se rémunérer par un pourcentage sur quelque chose qui n'existe pas, hein, si on prend un cas de consultance en voice marketing, c'est pas un pourcentage sur le volume. On accompagne maintenant une dizaine d'annonceurs sur le voice. Ces annonceurs nous payent à des tarifs horaires qui sont très proches de ceux pratiqués pour les Big Five. Et il est hors de question de se faire payer X% du volume qu'il investit en TV pour un service qui n'a absolument rien à voir par rapport à ça. Mhm. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. Je pense que ce que tu dis par rapport aux annonceurs qui ne reconnaissent pas tout à fait la possibilité de certains d'entre nous d'agir comme de vrais partenaires business consultés et consultants pour pouvoir répondre à un certain nombre de certainement vrai chez un certain nombre de clients, certainement pas chez tous. Je pense qu'on a Non. encore les deux types de profils. On a des gens qui ne décideront de rien sans nous avoir à la table stratégique du plan annuel, de gros investissements, de grosses décisions de structure d'équipe, de grosses décisions de lancement de produits, de nouveaux services, etc. Et puis, on a d'autres qui iront chercher l'ensemble de ces recommandations et de cette aide ailleurs. Donc, on a les deux en Belgique. Par contre, là où, avec Danny De Vriende et puis Dynamic, par exemple, chez nous, on travaille excessivement bien, c'est dans ces travaux de pure consultance, mais qu'on développe beaucoup plus en France qu'on est capable de les développer en Belgique, puisqu'en France, on arrive, indépendamment de la présence d'IPG Media Brands à Paris, avec quelque part, peut-être un petit peu plus éloigné, cette étiquette d'agence telle qu'elle est définie aujourd'hui en Belgique. Et donc, aujourd'hui, la majeure partie des services que nous offrons sont en dehors de la Belgique en matière de consultance. Et puis, je pense qu'il y a un autre point qui est important, et je pense que les annonceurs commencent à s'en rendre compte, c'est que par rapport à toutes ces compétences qui sont nécessaires, ces compétences sont additionnelles à une base qui est nécessaire. Elles sont additionnelles à une base de compétences dans le marketing, dans la compréhension du consommateur et du client, dans la compréhension du go-to-market pour eux, à quel coût, comment, pour gagner quoi, donc dans la vraie construction des business models. Elles sont additionnelles à tous ces métiers qui sont nos métiers de base, qui sont nos métiers de stratège de communication, de stratège de marketing, de stratège de médias. Et puis viennent tous les autres métiers. Et donc oui, ils sont certainement en partie capables de faire une partie des métiers du marketing, de la communication et du média comme nous, mais ils ont été beaucoup moins que nous, les mains dans les consoles, les mains dans les applications, les mains dans les technologies, pour pouvoir savoir comment et pourquoi telle ou telle recommandation qu'on ferait d'un point de vue consultance à tel client pour tel problème pourrait ou pas s'avérer fonctionner ou pas. Parce qu'on a la chance de travailler pour des centaines de clients. On a plus de 200 clients chez nous et ce n'est pas différent chez mes collègues. Et on a l'ensemble des secteurs qu'on sert, l'ensemble des stratégies qu'on a dû penser pour chacun des secteurs d'activité, tout comme eux, mais on a eu les mains dedans. On a eu les mains dedans, on a les benchmarks de nos propres résultats et des résultats de tous ces différents business. Ça fait de nous, je pense, sans vouloir être défensive, loin de là, hein, je pense qu'on est plus fort ensemble. Je continue à croire qu'on est encore plus fort ensemble, mais je pense que ça fait de nous certainement un partenaire et quelque part un point de référence qui est par certains sous-estimé et par d'autres parfaitement positionné sur le marché. Donc, est-ce qu'on va être demain que des boîtes de consultance? Non, je pense qu'on va être ce qu'on était, plus des boîtes de tech, plus des boîtes de consultance, avec cet avantage qu'on a d'avoir eu les mains dans le cambouis. Je crois que tu as tout à fait raison, Sylvie. Et comme je le disais hein, tout à l'heure, notre métier n'a été qu'une addition de strates complémentaires. On a été des métiers très administratifs, puis des métiers opérationnels, puis des métiers de conseil très tactiques, puis du stratégique. Et puis aujourd'hui, on a touché d'autres gammes de compétences. Et nous, en tout cas, chez Space, c'est un sentiment qu'on a, mais je suis certain que vous le partagez également, c'est qu'on est beaucoup plus proche depuis 2 ou 3 ans, et ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est vraiment une tendance
qui est très marquée du business de nos partenaires avec, pour moi, jusqu'à quelques années, on était des espèces de bras armés d'une forme de communication, de awareness, de mise en avant de la marque. Et depuis, je dirais, 5-6 ans, on est devenu vraiment des partenaires business. C'est-à-dire qu'on nous interroge, et moi j'aimais bien cette expression, je ne sais pas pourquoi on n'a jamais rebrandé Space de Connection à Conversion Agency, parce que dans le fond, on a de plus en plus de clients qui nous jugent réellement sur cette contribution qu'on peut avoir directement à leur bottom line, à leur PNL, à leur business. Et ça passe par du business intelligence, ça passe évidemment par de l'attribution modeling, ça passe par tout ce qui est personnalisation à grande échelle des contenus. Et je trouve que c'est là que notre métier est formidable. C'est qu'on ne laisse pas des parties de notre métier sur la route parce que ces activités ne disparaissent pas. On devra toujours négocier avec les chaînes de télévision ou avec les éditeurs de presse pour obtenir les meilleures conditions. Mais en revanche, il y a des strates qui s'ajoutent et on est de plus en plus proche des pôles de décision du business des clients. Et ça, c'est extrêmement excitant. Il y a, pour aller plus loin par rapport à ça, on l'a vu récemment dans un certain nombre de compétitions et on le voit encore notamment dans le pitch Bipost, on l'a vu dans Proximus, qu'il y a quand même de plus en plus d'annonceurs qui sont aussi en recherche de ce qu'on appelle un écosystème qui intègre à la fois, on va dire, pour faire court, l'agence média et l'agence de création. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une tentation de vouloir réintégrer les deux, comme c'était le cas dans le passé, finalement, le média et la création? Écoute, en ce qui me concerne, pas spécialement. WPP est un grand groupe dans lequel, je veux dire, chacun entre guillemets son précaré. Hein. On a les agences créatives, on a les agences médias. Il n'y a pas une réelle volonté, en tous les cas de notre côté, de dire on refait une entité qui regroupe créativité et médias. Par contre, on est dans les mêmes bâtiments, dans le cas de certaines agences, et on travaille évidemment beaucoup entre nous. Maintenant, ce qu'il faut évaluer, c'est effectivement quelle est la réelle volonté qu'il y a là derrière dans cette fameuse création d'écosystème. Est-ce que c'est pour essayer de tirer le meilleur effectivement des deux, ce qui semble logique, parce que quelque part, ça permet effectivement d'optimiser les efficiences quand tu travailles avec une agence créative qui n'est pas dans tes bureaux, une agence créative qui est dans une autre langue, dans les contextes sont dans une autre langue, etc. Ça, c'est une chose. Ou est-ce que c'est plutôt la volonté de vouloir essayer à tout prix de faire des économies sur éventuellement un fee, d'essayer d'englober un fee global qui considère et la création et le média. Donc, en tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est clairement pas la volonté de vouloir se dire on remet la créa et la média ensemble pour tout. Oui, on est capable de travailler avec les agences créatives du groupe et on le fait de plus en plus sur certains clients. Dans le pitch Bipost, on va répondre avec des agences du groupe, bien évidemment. On ne va pas aller négliger cette opportunité-là. Pour moi, et ce qui est le plus important, c'est de beaucoup plus focaliser, et ce que disait là tout à l'heure François ou Sylvie, de développer beaucoup plus l'aspect technologique. On le voit dans bien des cas, les agences médias ou les agences de communication ou les consulting agencies, comme tu disais, sont beaucoup plus loin dans la technologie que ce que sont aujourd'hui les agences créatives. Et là, je pense que nous avons vraiment, en tant qu'agence, un rôle à jouer qui est de driver ce développement technologique chez nous, en interne, hein, dans les agences. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous de plus en plus dans toutes les agences avec des modules d'intelligence artificielle pour pouvoir gérer du programmatique, pour pouvoir gérer une série de campagnes digitales. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment le fer de lance. Nous devons innover sur des sujets que les agences sœurs qui sont au sein du groupe ne gèrent pas. C'est ce qu'on fait notamment avec tout ce qui est behavioral science, pour donner un exemple très concret. Pour moi, le behavioral science est clé, et la preuve en est, hein, pendant le Covid, regardez ce qui s'est passé, pour voir comment se comportaient les consommateurs pendant la période de confinement. La première chose que le gouvernement demandait à Proximus, et les gars, est-ce que vous voulez bien me donner accès à vos données comportementales des gens à travers les adresses pour qu'on puisse voir si les gens se déplacent, oui ou non, dans un rayon de X kilomètres en dehors de leur commune. Donc pour moi, le métier de la communication va évoluer, et certainement encore plus dans le cadre de tout ce qui est Smart Cities, à travers l'analyse comportementale des gens, parce que ce qui est clair à l'avenir, c'est que les investissements dans des médias classiques,
tels que la télévision, la radio, la presse, le cinéma, l'affichage, vont continuer à diminuer. Je pense que la proportion des investissements va continuer à diminuer parce qu'on le voit bien, les annonceurs sont à la recherche en permanence d'être au travers de touchpoints qui sont le plus proche possible du consommateur. Hein, ce qu'on appelle dans notre jargon la personalization at scale. Cette personnalisation at scale sera possible à partir du moment où nous serons tous capables de pouvoir gérer un maximum de données, non pas des données spécifiquement d'audience, mais bien des données de comportement pour arriver chez la bonne personne au bon moment et qui a le bon comportement qui est ouverte à ce genre d'activité. Donc là, je pense que pour répondre à ta question, de mon côté, maintenant, François ou Sylvie, quel est votre point de vue là-dessus? Mais notre ambition n'est pas à tout prix de remettre Wavemaker ou Mindshare ou Maxus en dessous d'une enseigne qui s'appelle Wonderman Belgium, par exemple. C'est certainement pas l'objectif, mais par contre, de forcément travailler en collaboration avec nos agences créatives. Je vais être très bref sur cette question parce que Space n'appartient finalement pas à un groupe, mais à deux groupes, donc notre situation est un peu atypique. Mais je pense que finalement, ce besoin d'écosystème n'est jamais qu'une forme de cristallisation d'un besoin de collaboration des annonceurs. Alors effectivement, il ne faut pas qu'on soit dupe, et Thierry a raison. Si c'est une manœuvre pour à un moment donné en arriver à diminuer les seuils de rémunération de tous les players, ben ça c'est à nous d'avoir le cran de ne pas nous laisser faire. En revanche, c'est parvenir à créer un petit peu plus d'échanges, de partage, de réflexion commune, c'est sans aucun doute très bien. Je pense que c'est un peu un mot galvaudé déjà, je trouve, cette notion d'écosystème. Parce que c'est un mot qui a pop-upé lors de la compétition Proximus et que depuis lors, à peu près tous les annonceurs essayent d'utiliser un cocktail ou l'autre. Bon, maintenant, il n'y a plus de cocktail. Mais je pense que dans le fond, la notion d'écosystème, c'est de la collaboration. Et moi, j'ai juste envie de dire un tout petit mot là-dessus qui est peut-être finalement un des effets positifs du Covid. C'est qu'on a tous énormément appris à justement échanger par visio, vidéoconférence, appelons ça comme on veut. Et avant, c'était compliqué parfois d'organiser des réunions où on mettait tout le monde ensemble autour de la table, entre agence créa, agence PR, agence média, l'annonceur, etc. Parce que les agendas et tout ça ne se coordonnaient pas. Là, maintenant, on parvient, je pense, à se libérer des tranches plus courtes, plus efficaces. Et je pense que ça, c'est très, très bien. Voilà, avis qui sort un peu du cadre de la question. Sylvie, quelque chose à ajouter par rapport? Côté, je rejoins Thierry. Hein. Il n'y a pas une vraie volonté de regrouper agence créa et agence média. Je pense au niveau du territoire belge, on collabore avec l'ensemble des partenaires qui appartiennent à LPG. On collabore avec l'ensemble des agences créa, by the way, parce que cette décision-là, aujourd'hui, elle n'est pas dans nos mains. Elle est dans les mains de l'annonceur. Et donc, que l'annonceur veuille séparer l'ensemble de ses activités et avoir des silos au sein de ses partenaires ou veulent par ailleurs avoir une intégration totale, la décision, elle est souvent ancienne. Elle est souvent ancienne et je pense que ça dépend énormément de l'importance du profil de la personne qui gère ça chez l'annonceur, mais également du profil qui est présent au sein de l'agence média, au sein de l'agence créa, au sein de l'agence PR, etc. Et je pense qu'il y a une touche d'humain là-dedans qui est que la personne avec laquelle il est quelque part le plus facile de travailler et le plus agréable de travailler certainement et qui a le plus de valeur ajoutée dans ce qui est mis sur la table, prend souvent la main dans la collaboration parce qu'elle est capable de construire une relation privilégiée avec la personne qu'elle doit servir. Et je pense sincèrement que c'est un niveau, indépendamment des Havas Village ou de ce que Publicis a pu créer, qui est fantastique par ailleurs. Ils arrivent à bien échanger, ils arrivent à bien travailler. Je suppose que ça leur convient. Nous, on n'a pas non plus en Belgique, je veux dire, des agences 100% IPG qui sont présentes. Hein. McCann est la licence est dans les mains d'Air. On a une partie participation dans Happiness. Mais aujourd'hui, le choix étant chez l'annonceur, on travaille excessivement bien avec des agences créatives. Et je pense aujourd'hui que pour un grand nombre d'entre nous, ils sont une source non négligeable de business.
que ce soit pour nous ou que ce soit pour la facilité du client. Et donc, je pense que pour moi, ce côté-là est secondaire aujourd'hui. Peut-être que nos groupes en décideront autrement et je pense que ce n'est pas dans nos mains. Ça ne nous empêche pas de travailler avec eux, mais ce n'est pas dans nos mains. Moi, je pense qu'il y a peut-être un point sur lequel on pourrait toucher et aider à éduquer le marché. C'est dans quelle mesure est-ce que les agences médias aujourd'hui, seules ou avec un certain nombre de partenaires, peuvent aider à l'optimisation des investissements mis dans la création pour tout ce qui est digital et lié à la performance digitale. On va parler de DCO, on va parler de compétences en DCO, que ce soit de nouveau technologique ou créatif, et on va parler de cette collaboration nécessaire entre l'agence créa pour bien respecter les guidelines de la marque et les attributs de la marque, etc. Mais ensuite, peut-être l'efficacité, l'agilité d'une agence média pour pouvoir arriver à savoir comment construire une créa dans un format ABC, quel type de choses on peut y intégrer ou pas, du naming convention jusqu'à la moindre image, jusqu'au call to action, pour faire en sorte que ce format puisse fonctionner bien mieux s'il est quelque part pensé performance média plutôt que pensé uniquement créativité. Et donc, je pense que là, il y a, je pense, encore énormément de choses à faire avec un certain nombre d'agences créatives ou pas. Et que c'est plutôt la direction qu'on prend, c'est-à-dire de pouvoir se dire que la créativité est fantastique et moi je n'y mets pas les pieds, mon équipe n'y met pas les pieds, créativité je veux dire visuel, brand, etc. Par contre là où on met clairement les pieds, c'est dans la performance de la créativité au service des performances médias et du return que les annonceurs en attendent. Et là on joue un rôle plus important. Thierry, l'année dernière, tu m'as invité chez vous pour me présenter un modèle un peu uchronique comme ça que vos équipes ont développé qui s'appelle Lucie. Et enfin, tu le sais bien, je te l'ai dit, c'est un modèle qui moi m'a fait un peu peur. Tu peux nous rappeler ce dont il s'agit? C'est bien, c'est la description pour la peur. Non, en fait, tout ce qui nourrit en fait la stratégie d'innovation chez nous, c'est l'omni-réflexion liée à la désintermédiation. Beaucoup de gens nous considèrent malheureusement que comme des intermédiaires. Eh bien, prenons ce pour quoi on nous considère et battons-nous pour justement, je trouve que c'est motivant, quand on est un peu persévérant, c'est motivant de se dire, ok, si nous sommes intermédiaires et que la principale menace de notre secteur, c'est la désintermédiation, aussi bien les agences médias que les régies vont disparaître, très bien, mais du coup, ça va être le clou de notre cercueil. Mais comment est-ce qu'on va faire pour, un, ne pas être mis en caisse et deux, de faire en sorte que cette désintermédiation ne soit pas justement ce clou. Et donc, en gros, ce qu'on a voulu, c'est c'est booster mon équipe à avoir l'audace de développer des choses. Chanel disait, je veux être de ce qui va arriver. C'est un petit peu ma façon de vivre, c'est un peu ma façon de faire aussi dans l'entreprise. C'est comment est-ce qu'on peut se projeter dans quelque chose, à l'image d'un styliste, à l'image d'un créateur, comment est-ce qu'on peut se projeter en 2030? Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais 2030 c'est dans 10 ans. Et le mot que tu as utilisé, la peur, est effectivement quelque chose qui a fort été vécu par certaines personnes dans mon équipe. Et d'ailleurs, je pense que quand tu avais fait l'interview, quelqu'un te l'a dit franco de bout en blanc, qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise avec cette vision, mais qu'elle se rendait compte que c'était effectivement l'avenir. En gros, c'est quoi? C'est de dire que l'agence telle qu'elle est aujourd'hui, pour les métiers de base, comme pour reprendre les mots de François là tout à l'heure, pour les principaux métiers de base, cette agence va être remplacée par une intelligence artificielle. C'est très limitatif de dire ça, mais donc c'est de dire que voilà, en gros, tout va être tellement automatisé, on a des outils qui sont tellement puissants qu'à travers un modèle d'intelligence artificielle, nous allons pouvoir être capables de connecter nos ad exchange avec les outils et ou de CRM et ou de sales, Celigen notamment, par exemple, aux outils donc de nos annonceurs, de telle manière à ce qu'on puisse quelque part quasi en real time pouvoir adapter la pression publicitaire. Si on prend l'exemple d'un yaourt, on fait une publicité pour des yaourts et on s'est rendu compte qu'après X pression GRP en télévision ou en vidéo ou en audio, on est parvenu à atteindre les objectifs commerciaux, mais on peut simplement couper et shifter vers une autre marque, vers une autre gamme et ainsi de suite. Ce qui se rend compte, en gros, ça nous a permis en fait une fois qu'on sait qu'on va être transformé sous forme d'une intelligence artificielle, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences pour finalement arriver à cette agence qui sera finalement en gros une agence virtuelle? Et on le voit, encore aujourd'hui, on est tous ici occupés à faire des webinars. Une grosse partie de nos collaborateurs pourraient ou pourront
être remplacé par de la technologie? Dans Quelles les sont les 30 compétences qu'on doit onboarder? Hein? Et donc, suite à ça, en fait, le fait de partir de ce postulat qui est très cash, hein, finalement, dire que demain tu es remplacé par une intelligence artificielle, ça fait peur. Et donc, ça pousse les gens à réfléchir, ok, mais de quoi est-ce qu'on a besoin? Et en fait, grâce à ça, parce qu'on a bien défini l'agence de 2030, ça ne veut pas dire que demain, Wavemaker n'est plus qu'une agence limitée à l'intelligence artificielle, c'est de dire, ok, de quoi est-ce qu'on a besoin? Et là, on a mis en place ce qui s'appelle le I-modèle, hein, le E calligraphié pour toutes les compétences qui rentrent dans l'agence, toute une série de compétences qui sortent de l'agence. Et pour ça, on a mis en place aussi des programmes de formation qui sont liés notamment à tout ce qui est la cloud architecture, hein, parce que le cloud, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, de plus en plus travailler avec des données comportementales, parce que ce ne sera pas juste des données de comportement de surf, ce sont des données de comportement, de déplacement des gens qui seront mesurées à travers tout ce qui est les sensors qu'on a dans nos montres, les sensors qu'on a dans nos téléphones portables, qu'on a dans des bijoux, qu'on a dans des vêtements, peu importe. On va avoir de plus en plus de données et les agences qui réussiront demain, ce sont des agences qui seront pour moi capables, d'une part, de pouvoir stocker, structurer et à l'image d'une maison, construire une belle architecture pour faire en sorte qu'on puisse utiliser les bonnes données au bon moment sur la bonne personne. Donc, tu as tout ce qui est lié au cloud architecte, tu as tout ce qui est lié à la blockchain, parce qu'on pourra parler de smart contract, on n'aura plus besoin d'un département finance pour chaque agence média, pour chaque agence créative. Tout ce qui est la blockchain permettra de pouvoir faire des smart contracts. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, nous avons des spécialistes en blockchain? En tous les cas, chez nous, chez Wavemaker, non. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un programme de formation, hein, qui est en même temps un programme de rétention, dont l'objectif, c'est quoi? On a présenté aux gens les 3 formations qui étaient ouvertes et disponibles. Un programme sur la blockchain, un programme sur la cloud architecture et un programme sur tout ce qui est data science and behavioral science. Et les gens ont dû postuler eux-mêmes pour ces formations et remplir un dossier, je crois, d'une dizaine de pages de motivation pour que nous puissions effectivement percevoir est-ce que ces gens, d'une part, ont les capacités intellectuelles, deuxièmement, ont la motivation de le faire et surtout, quel rôle ils voudraient jouer dans cette agence de 2030 en ayant acquis toutes ces compétences. Et donc, en fait, et en plus de ça, on a dit, si vous gagnez, vous recevez la formation. C'est des formations qui sont MIT ou aux États-Unis, donc des formations qu'on paye et qui ne sont pas données. Mais en plus de ça, si vous réussissez, on vous oblige, entre guillemets, de rester encore 2 ans chez nous après la date de réception du diplôme. Donc, ils ont l'obligation de recevoir la certification et un programme de rétention, c'est leur dire, on ne veut pas que vous partiez une fois que vous avez eu votre formation, vous restez chez nous. Et en fait, comme ça, on joue à la fois sur le volet compétences et à la fois sur le volet RH, parce que comme tu disais, c'est pas toujours facile de garder les talents chez nous, hein, surtout au niveau du digital, les gens ont tendance à très fort tourner entre les agences. Pour nous, c'est une manière d'appalier à la fois le hard skills, le soft skills et l'humain. Tu disais également que ce modèle pourrait déboucher sur la suppression de 30 à 50% du personnel tel qu'il est actuellement employé. Or, on voit dans les chiffres humains que d'année en année, le nombre de collaborateurs dans les agences médias ne fait qu'augmenter. Oui. En fait, j'associe ça un petit peu au modèle Kodak de l'époque. Hein. On est vraiment à l'apogée de 2 modèles. À l'époque, tu avais le modèle argentique et puis tu avais le modèle digital, le numérique. On est vraiment dans ces 2 modèles. Qu'est-ce qui se passe? On voit effectivement, et c'était publié ce matin sur la news de MM, les investissements digitaux représentent aujourd'hui 25% des investissements. Faites une fois une projection, combien de pourcents seront les digitaux en 2030? Est-ce que ce sera toujours 25% ou ce sera plutôt 40 ou 50%? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois la croissance du nombre d'individus dans les agences médias, et c'est ce que vous disait François là tout à l'heure, ce sont principalement des technologistes, des gens qui sont dans les équipes digitales. Donc, en fait, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on a encore des grosses équipes TV parce qu'on a encore beaucoup de volume en TV. On a des équipes presse qui, elles, se réduisent au fur et à mesure du temps à peau de chagrin. Et en fait, on voit un basculement de plus en plus de profils digitaux parce que le média digital est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de volets à traiter. Et oui, ce sont des compétences que nous n'avons pas. Donc aujourd'hui, le nombre de profils dans les agences médias augmente. Pourquoi? Parce qu'on a une part de digital qui devient de plus en plus importante. Et en plus de ça, nous exerçons des métiers, je parle d'intelligence artificielle, ce sont des spécialistes qu'il n'y avait pas jusqu'il y a 5 ans d'ici dans les agences médias.
pour pouvoir développer les outils de retargeting, de programmatique, etc. On a des gens qui sont spécialisés là-dedans. La création d'algorithmes, c'est pas une personne qui fait ça, il y en a plusieurs qui travaillent là derrière, qui est un métier qu'on ne peut pas faire ni pour la TV, ni pour la radio, ni pour la presse. Donc je pense que c'est vraiment parce que nous sommes à l'apogée de l'ancien modèle avec les anciens médias qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, vont devoir rentrer dans l'ère programmatique, même pour la partie offline. Et de plus en plus, ça va shifter vers des profils digitaux. Mais une fois qu'on sera dans la maturité digitale, je pense qu'une grosse partie des métiers de base, ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui est ad operations, pourra se faire en offshore, même plus en Belgique. Hein. En tout cas, on est loin de tout ça. Hein. Pardon ? En tout cas, nous sommes loin de cette réalité à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus la part des investissements digitaux croissent, et de fait, ils croissent, alors est-ce qu'on sera dans 5 ans à 50%? On verra. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les agences se sont extrêmement bien organisées et ont super bien accru leur productivité dans les médias traditionnels et que le digital reste en termes d'organisationnel un pain point. Moi, j'ai pas honte de vous dire que chez Space, en moyenne, un acheteur TV gère entre 10 et 15 millions et qu'un acheteur social en gère 1 million maximum. Et ça, c'est une réalité. Et on le voit, ces benchmarks, je pense que je ne suis pas le seul à les partager, font que plus ces annonceurs vont dans cette voie-là et moins les modes transactionnels, parce que la transaction reste quand même une partie importante de notre boulot, même si on a tous énormément de responsabilités en termes de conseils. Mais ce côté transactionnel, aujourd'hui, on n'est pas aidé. On n'a pas de solution qui nous permette réellement de gagner en productivité sur les médias digitaux. Donc pour moi, c'est un enjeu et c'est un terrain sur lequel il faut qu'on travaille tous. Parce que si nos équipes explosent, c'est partiellement sur de la nouvelle compétence, mais c'est aussi partiellement à cause d'un accroissement des investissements digitaux qu'on ne parvient pas à gérer de manière aussi organisée qu'on ne le fait pour les médias offline. Alors, écoute, moi, je voudrais ajouter 2 petites choses, si je peux. Je pense que dans l'ensemble, je suis peut-être de nouveau moins inquiète ou moins pessimiste que ce que je vois. Moi, je pense qu'on a déjà fort bien avancé sur le coup. Je pense que l'automation est une obligation. Et elle est une obligation pour 2 raisons. Elle est une obligation parce que d'abord, le modèle actuel, surtout les business models, qui sont les business models des agences tels que nous sommes tous aujourd'hui, ne sont pas scalable. Ce qui veut dire que si on n'opte pas pour un certain nombre d'outils, de processus différenciés et d'automation, on ne peut pas continuer à servir nos clients correctement. Parce qu'au fur et à mesure que les investissements grandissent, s'il n'y a pas d'automation et si on gère 1 million, 1,5 million en social versus 10 à 15 millions en télé, ce n'est juste pas scalable. On ne va pas pouvoir engager 5 personnes pour pouvoir le faire ou 10 personnes pour pouvoir le faire. Donc, je pense que le scalability de notre business model fait qu'on n'a pas le choix que d'être excessivement efficace sur les processus et sur l'automation. Et je pense que là, on a tous à notre niveau plus ou moins bien avancé et ça nous permet d'économiser sur des profits. Je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est que l'ensemble des outils que nous avons à notre disposition pour faire notre métier ne sont pas les nôtres. Et donc, nous avons une dépendance à ces outils, que ce soit les outils du digital créés par les GAFAM, que ce soit les outils du planning ou de l'achat télé, que ce soit des outils de mesure, même si nous gérons plus les outils de mesure, en tous les cas à notre niveau. Hein, c'est nous qui établissons les trackings, c'est nous qui pouvons construire les différents modeling, c'est nous qui pouvons d'une façon ou d'une autre voir comment insérer et cette couche d'intelligence artificielle ou cette couche demain de blockchain, parce que quelque part le blockchain aujourd'hui il est beaucoup plus dans les mains de ceux qui vont vendre ce qu'ils ont à vendre que dans les mains de fournisseurs de services comme nous. Alors on a des développeurs aujourd'hui qui sont parfaitement capables d'établir des modèles de blockchain à tous les niveaux, on en a 2, donc on a ces compétences, mais quand même ces compétences sont beaucoup plus chez l'annonceur et chez le client que chez nous. Mais donc aujourd'hui, cette dépendance qu'on a aux GAFAM de décider quel ad server on va utiliser, quel DSP on va utiliser, quel outil de brand safety on va utiliser, quel outil de mesure on va utiliser, quel outil de reporting on va utiliser, quel outil de dashboard on va utiliser, tout ça crée cette couche de non-scalability dans les ressources qui nous est imposée. Et c'est là qu'il est le souci.
Et c'est là qu'est notre obligation, je pense, aujourd'hui, de devoir être le plus efficace possible dans les obligations que nous avons de gérer un certain nombre de choses pour pouvoir continuer à faire notre métier et deux, pour pouvoir se différencier. Et je pense que ça, c'est un point excessivement important qui fait partie de l'écosystème qu'on vient d'expliquer maintenant. Moi, je n'ai pas peur de ces écosystèmes qui nous sont quelque part proposés parce qu'un Proximus a fait, etc. Je pense que l'ambition de Proximus était fantastique. La réalité est bien différente, mais l'ambition de Proximus était un vrai cas d'école, était un vrai modèle. Et honnêtement, ce que M. Boutin a fait là-dedans était pour moi un vrai cas d'école. Si le modèle pouvait être aussi efficace que ce qu'il a pensé au moment où il a réalisé la première version du pitch, honnêtement, je signe à deux mains. Je signe à deux mains pour voir ce modèle propagé, en tous les cas, dans cet esprit, dans la théorie de l'esprit. La réalité est bien différente. La réalité aujourd'hui, et pour parler à un certain nombre de gens, est radicalement différente. Elle est toujours dans une collaboration de base entre une agence créative, une agence média et des personnes qui sont insourcées chez l'annonceur et des technologies qui sont partiellement insourcées, pas tout à fait insourcées, et par un nombre incroyable de brand managers et de propositions certainement dans les telcos qui doivent être proposées au public, aux clients, aux consommateurs avec une réactivité qui est présente dans les telcos et peu présente ailleurs. Donc, je dirais, il faut tendre vers ce modèle parce qu'honnêtement, je suis vraiment impressionnée par l'idée du modèle. Fantastique consultant d'ailleurs que ces gens. Mais honnêtement, on est incapable d'y arriver en Belgique. On est incapable d'y arriver en Belgique et je pense que ça me plairait de savoir ce qu'il en est aujourd'hui de cette collaboration, de cette installation sur le marché de ce type de modèle. Donc les écosystèmes, ils sont dans les mains, je pense, d'un certain nombre de players sur le marché qui sont les fournisseurs de technologie, qui sont les fournisseurs de savoir, qui sont les fournisseurs d'expertise, qui sont des intermédiaires. Et donc, la vraie magie, elle est dans l'orchestration de tout ça de la façon la plus efficace au moindre coût. Elle est là, la vraie magie. Parlant d'orchestration, vous venez de lancer chez IPG une nouvelle structure qui s'appelle Matterkind. Est-ce que de ça? Alors, je pense que oui, ça participe certainement que ça. Si on parle aujourd'hui de l'agence du futur, Matterkind, mais pas que. Donc, Matterkind fait partie de Kinesso. Et c'est vrai qu'on a l'habitude dans nos beaux groupes d'avoir 15 marques différentes pour tout. Mais je pense que ce qu'il est important de retenir avec ce lancement, c'est que IPG a mis au point aujourd'hui les premiers pas d'une installation de ce que nous allons être dans les 10 ans à venir. Et là, c'est vraiment magique, c'est vraiment fantastique. Ce que IPG décide de faire, c'est-à-dire qu'il lance Kinesso au sein d'IPG, pas au niveau des agences médias, pas au niveau des agences créa, pas au niveau des agences digitales, pas au niveau des agences PR, aucune de cela. Il lance une nouvelle business unit qui s'appelle Kinesso. Dans Kinesso, il y a 3 gros piliers. Il y a un pilier de données, et donc là, ils intègrent ce qu'IPG Media Brands a acheté il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire Action, pour 2,2 milliards, la donnée, les analystes et la façon de pouvoir orchestrer la donnée achetée, donc third party, mais également la donnée des publishers et surtout la first party data des annonceurs. Donc, il y a ce premier pilier data. Il y a un second pilier de technologie et d'application qui était dispersé surtout chez Media Brands parce que c'était une base core de notre métier, le développement d'applications et de technologies. Et il y a un troisième pilier qui est ce qui était Cadréon avant chez nous et qui est l'activation, c'est-à-dire la capacité qu'on a de pouvoir activer des campagnes ou pas. Ces 3 éléments-là ensemble font, je pense, le futur de ce que pourrait être une agence média aujourd'hui. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'on est capable de, et pour la première fois, un groupe de communication a développé des applications et les a brevetées. Donc aujourd'hui, nous avons développé sous brevet un certain nombre de choses qui nous permettent, je pense, aujourd'hui d'être en avance par rapport à un certain nombre d'éléments. Et nos collègues vont suivre avec leur propre développement. Dans ce genre de choses-là, il y a des choses qui ont des impacts directs sur la façon dont nous travaillons, dont nous achetons des campagnes, dont nous dédupliquons des audiences, dont nous capons cross-média, dont nous pouvons parfaitement analyser quelle tactique aide à l'objectif et quelle tactique handicape l'objectif. Donc il y a toute une série de propositions et d'applications qui sont intégrées dans nos outils de gestion, qui sont intégrées dans ce qui était avant Cadréon et qui est devenu maintenant un Matterkind avancé, qui sont à la disposition de nos gens et des annonceurs pour pouvoir regarder exactement ce que Proximus essayait de faire, c'est-à-dire de préserver la relation de confiance entre un annonceur et son client.
Et c'est là quelle est la différence. Aujourd'hui, au travers des outils que nous mettons à la disposition de nos gens pour gérer les campagnes, on permet à l'annonceur de mieux respecter le consommateur et le client. On permet à l'annonceur d'apporter cette relation de confiance qu'il construit seul avec son client un pas plus loin dans les choix des médias qui sont faits. Alors, on fait des choix importants. On parle plus de programmatique, on parle d'adressable, et ça, c'est pas nous, c'est l'ensemble du marché, parce que je pense que le terme programmatique a été galvaudé à tort par un certain nombre de gens qui ne pensaient qu'à son côté le plus réducteur qui soit, c'est-à-dire la marge que les technos, les agences ou la régie pouvaient se faire. Or, c'est bien plus que ça, c'est tout ce qu'on va faire demain, l'achat programmatique. Donc, laissons la méthode d'achat de côté, venons-en aux médias adressables. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de s'assurer qu'en utilisant les médias adressables, le client de nos clients, donc le consommateur, le citoyen, est respecté. Et cette relation de confiance est complètement apportée également au sein des partenaires de ce client. Aujourd'hui, on parle d'outils digitaux by design. Et dans ce qu'on essaye de développer, l'ensemble de cette nouvelle façon d'orchestrer, de travailler le digital by design, ça protège le consommateur, le client, la marque, l'éthique de sourcer des données correctement, ça protège quelque part par rapport à l'utilisation des données, ça protège par rapport à un certain nombre de choses et ça va redonner, je pense, ces lettres de noblesse au digital parce qu'elles ont été de nouveau galvaudées par un certain nombre d'erreurs de l'ensemble des players, mais également par un certain nombre de niveaux d'ignorance pour tous les acteurs du marché. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec Matterkind, c'est de fournir des solutions qui intègrent la donnée, l'applicatif et l'orchestration de ces deux choses-là. François, de votre côté, vous avez lancé Polaris, qui, je pense, se concentre sur tout ce qui est recherche, support stratégique et formation. C'est bien ça? Oui, c'est surtout la mission de Polaris est très clairement d'accompagner les annonceurs dans la meilleure mesure de l'efficacité du marketing de manière générale. Donc, ça faisait un moment qu'au sein du département Intelligence de Space, on était rentré dans pas mal d'analyses, d'études à côté de nos clients. Et on s'est dit que ça méritait d'injecter une compétence supplémentaire, en l'occurrence celle de Bruno, et qui n'est pas tout à fait anecdotique, et justement d'essayer vraiment d'être plus proche encore de l'aspect problématique business, et je parlais tout à l'heure de conversion agency, mais d'être vraiment le plus près possible de cette problématique business pour lesquelles finalement les annonceurs débloquent des budgets marketing et pour lesquels les directeurs marketing ont les outils ou n'ont pas les outils pour aller défendre auprès de leur board de ne pas diminuer les investissements médias. Mais ou en tout cas, quelles sont les meilleures manières de soutenir au mieux leur marque. Donc oui, c'est une volonté éminemment stratégique et je crois très clairement dans l'air du temps. Et puis ça rejoint le début de notre conversation de tout à l'heure, qui est de se dire qu'effectivement, si à un moment donné on veut sortir de cette perception du commodity, il faut qu'on aborde les annonceurs d'une autre manière, qu'on s'adresse aussi à un autre niveau d'interlocuteur chez les annonceurs que ceux auxquels on parle parfois, parce qu'on disait que finalement les sociétés de consultance s'adressent au CEO. Eh bien, nous, c'est clairement l'ambition que nous avons, c'est de pouvoir essayer d'élever le débat d'un cran et voilà, d'apporter simplement notre pierre à l'édifice de la construction des marques avec peut-être un petit peu plus encore de science, encore un peu plus d'études et encore un peu plus de compétences, tout simplement. Bien. J'ai une dernière question qui nous ramène au début. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer à court ou moyen terme? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que le monde va complètement changer ou alors que ce sera le même en pire, comme dirait Houellebecq? C'est moi qui pense. D'accord. Écoutez, je rêve qu'un certain nombre de choses ne soient plus les mêmes, mais je pense qu'on va très vite revenir à un certain nombre de choses qui sont malheureusement les plus dérangeantes dans ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que
si je dois prendre un, et on en parlait tout à l'heure, Thierry l'expliquait fort bien au début, moi je rêve d'un marché de l'emploi qui tienne compte de l'humain et de la flexibilité d'abord, plutôt que du court-termisme, lié ou pas à la bourse, clairement. Je pense malheureusement que ça, je peux me brosser parce que ça ne va pas se passer. Je rêve aussi de ce que j'ai eu la chance d'apprendre dans le passé grâce aux employeurs que j'ai eu auparavant. Je pourrais citer Microsoft, mais tout ce que tu disais tout à l'heure, François, en matière d'efficacité, on travaille plus, on travaille mieux, on n'a plus aucun frein, on est beaucoup plus flexible dans les agendas, on arrive à fonctionner de façon formidable. C'est pas simple d'instaurer ça. En tous les cas, si on n'avait pas eu cette crise, il aurait encore fallu 10 ans aux agences, je pense, dans l'ensemble, et à notre monde, notre petit monde belge parfois, pour pouvoir arriver à ce niveau d'autonomie et ce niveau de performance ensemble. Donc je rêve en fait que les leçons de flexibilité qui sont offertes à tout un chacun, les leçons d'obligation et de responsabilisation que nous devons donner à nos employés, parce qu'il y a une énorme liberté, mais avec la liberté vient un poids énorme d'obligation. Ce que j'appelle depuis toujours l'obligation de résultat et pas l'obligation de prestation. Je rêve que ça ne soit pas oublié demain et que les gens, dans l'ensemble, n'exigent pas de retomber dans des modèles archaïques de gestion de l'humain. Parce que si on arrive à transformer cette gestion de l'humain, on arrive à transformer la société. Je rêve d'une responsabilisation des players à tous les niveaux. On parle de la responsabilité des GAFA qui parfois est galvaudée, même si à côté de ça, ils font des choses fantastiques que personne d'entre nous n'est capable de faire. Mais je pense qu'il y a aussi une grande responsabilisation des médias locaux, il y a une grande responsabilisation des intermédiaires que nous sommes, il y a une grande responsabilisation dans nos métiers et des annonceurs, pour se rendre compte de ce à quoi, parfois, ils nous forcent de faire face. Et ça, c'est très, très, très difficile de le changer en 1, 2, 3 parce qu'on traîne 50 ans, 100 ans de manière de faire et qu'on ne va pas changer en 1, 2, 3 genres de choses. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif. Donc voilà, je changerai ce que j'ai envie de changer, j'essaierai de forcer les choses là où je peux les forcer, mais je ne suffis pas toute seule, je ne suffis pas, j'ai besoin de vous tous. Puis je voudrais qu'on n'oublie pas la planète quand même. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non, moi j'aime bien cette formule que tu as utilisée, qui était de dire le monde sera le même en un peu pire. Je ne sais pas. Moi j'aimerais, je suis peut-être assez optimiste comme Sylvie. Moi j'ai envie de dire le monde sera le même en un peu moins pire. Parce que je crois que beaucoup de choses de cette crise actuelle, ce sont des choses, comme le dit Sylvie, on a eu un espèce de coup d'accélérateur. Et si je voulais être plus grossier, je dirais un espèce de coup de pied dans le derrière, qui a été quelque chose d'incroyable. On a dû apprendre à bosser autrement, on a dû apprendre à se soucier de nos collaborateurs beaucoup plus. Je me rends compte que finalement, c'est assez invraisemblable de se dire qu'à la fois, on a basculé dans un monde qui est complètement digital, numérique, dépersonnalisé, un peu déshumanisé, et puis d'un autre côté, on s'est dit, mais on doit être beaucoup plus proche des gens, parce que d'un autre côté, vu qu'on ne les voit plus, vu que les opportunités naturelles de se croiser ne sont plus là, il faut les susciter, il faut les provoquer. Alors je pense qu'on a tous vécu une espèce de peut-être crise d'excès au début, où on s'organisait des espèces de réunions tous les jours, et puis qu'il nous a fallu un peu nous rendre compte au bout de quelques jours que bon, c'était finalement un peu une perte de temps, mais que ça avait été peut-être nécessaire pour enclencher le processus. Donc moi je crois que ça va être, on a appris immensément, on a gagné en productivité, on a gagné en proximité, curieusement, ce que je vais dire est bizarre, même si au début je disais je déteste ce confinement, mais ça c'est peut-être ce côté de liberté frustré qui pour moi est problématique. Côté, je trouve qu'à côté de ça, je vois mes collaborateurs proches, les équipes, on a beaucoup de proximité. Après, donc, en un peu moins pire, mais ça dépend de nous. Alors, il y a la partie qui va dépendre pas du tout de nous, ça va être l'économie. Et ça, évidemment, j'ai peur que de ce côté-là, on passe pendant une période un petit peu secouée et que là, en revanche, ce soit probablement un peu pire que ce qu'on a connu
jusqu'à quelque temps. Justement, moi j'essaierai de structurer ma réponse à ta question en 3 volets. Le volet humain, forcément c'est le plus important. Le volet peut-être plus économique et le volet, malheureusement on est en Belgique, je dirais politique. Je pense que sur le volet humain, les gens, comme disait Sylvie, je pense que les gens vont très vite oublier. Je pense que pour le moment, tu as plein de gens qui sont plein de bonne volonté de reconsommer local, de vouloir refaire vivre certains petits producteurs locaux, etc. Mais très vite vont retomber dans une logique d'acheter finalement le plus vite et le moins cher, surtout pour des produits qui sont peut-être moins impliquants. Ça, c'est une chose. Par contre, je ne suis pas non plus une drama queen. Comme disait François, il y a des choses très positives. Hein. Je pense que dans beaucoup, et certainement dans le secteur public, la digitalisation a explosé. Tout le monde maintenant sait ce que c'est Teams, tout le monde plus ou moins sait ce que c'est Zoom, beaucoup de monde sait ce que c'est Skype. Je pense que, j'ai des amis qui travaillent dans l'administration ou à la police, etc. Ils ont dû s'équiper, mais c'était vraiment un branle-bas de combat. Donc je pense que, effectivement, d'un point de vue efficience humaine, ça risque d'apporter beaucoup de positifs. Pour le reste, je dirais, au niveau humain toujours, c'est le propre de l'homme. Hein. D'abord, il encaisse, première étape. La deuxième étape, il s'adapte. Et enfin, la troisième, et heureusement, il va de l'avant. Donc ça, je pense que ça, c'est au niveau du volet humain, les 3 étapes par lesquelles on va passer. On va encaisser, on va s'adapter, et ensuite, regarde, les attentats est un très bon exemple. On a eu des attentats, c'était une crise extraordinaire, incroyable, pardon, en termes de... Les gens avaient besoin de se sentir sécurisés, et puis finalement, aujourd'hui, les attentats sont loin, et c'est Covid aujourd'hui, donc les gens oublient relativement vite. D'un point de vue économique, et c'est là où je suis d'accord de dire que cela risque d'être pire, hein, ce que je disais là tout à l'heure, le chômage va clairement repartir à la hausse. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a toute une série de secteurs, on parlait là tout à l'heure de l'ORECA, on parlait du retail, ce sont des secteurs qui vont clairement souffrir, qui vont faire qu'il y ait des gens. L'aéronautique, hein, bon, en Belgique, on a entre guillemets plus que Brussels Airlines, mais qu'est-ce qui va se passer avec tous les gens qui travaillent à Charleroi avec Ryanair, qui parlent aussi de supprimer des vols, toutes les compagnies aériennes qui vont réduire British Airways, ça va avoir des impacts ici au sol sur les personnes qui travaillent à Bruxelles. Donc je pense que là, ça va pas être facile parce que pas mal d'entreprises risquent de licencier, ce qui veut dire effectivement moins de pouvoir d'achat. Et donc, moins de pouvoir d'achat veut dire effectivement des impacts sur les marques A qui, elles, communiquent, les marques premium qui, elles, communiquent dans les médias. Et d'un point de vue politique, ce que je disais, malheureusement, on est en Belgique. Hein, je pense qu'il y en a, comme on dit, le cadavre n'est pas encore tout à fait froid ou chaud? Non, froid. On est déjà occupé à reparler des négociations politiques, de déjà virer Sophie Wilmès, où je trouve que elle a quand même fait un fameux travail et elle a montré qu'elle avait des coronesses en tant que femme politique intérimaire. Moi, je salue, chapeau bas pour cette femme parce que c'est extraordinaire. Cette femme est aussi une mère de famille, c'est quelqu'un qui est sur le... On peut dire, oui, elle a voulu la fonction. Je ne pense pas que tout se passe toujours comme on veut le dire. Elle a pris des décisions qui étaient des décisions d'urgence, qui sont fort critiquées par certains membres de son propre gouvernement intérimaire actuel, et que malheureusement, une fois qu'elle aura quitté le 16 rue de la Loi, pardon, beaucoup de gens vont la critiquer en disant qu'elle a endetté le pays pour des années, or que c'est ce que font toutes les grandes puissances, qu'elles soient européennes ou mondiales. Donc je pense que là, au niveau politique, la première priorité qui va passer, c'est de dire, OK, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant pour redresser ce déficit? Est-ce qu'on va passer par des rages taxatoires sur les plus riches et ainsi de suite? J'en sais rien, mais clairement, le politique, là, va avoir un impact qui sera pas négligeable. Et par rapport à notre secteur, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer. Moi, je table plutôt peut-être sur un secteur au niveau du média qui fera entre du moins 15 et du moins 20 sur base annuelle. Bien. Moi, un peu moins, je pense. Moi, un peu plus. Mais je pense que... je suis au milieu. Non, mais je pense que voilà, comme voilà, c'est une réalité, c'est que nous avons tous des portefeuilles de clients qui sont assez différents, avec des secteurs qui sont diversement impactés. Il suffit de regarder les premiers résultats qu'on voit maintenant de la pige Nielsen. On voit très clairement où ça bouge fort, où ça bouge un peu moins. Oui, probablement que la moyenne sera moins 20. Dieu sait, mais effectivement, ce qu'il faudra, c'est faire en sorte que tout ça ne dure pas. Parce que si ça dure dans un petit pays comme les nôtres, avec, comme on le disait tous, les difficultés que nous avons à galvaniser les compétences, mais on risque de passer à côté de gros rendez-vous. Et ça, ce serait surtout ça le grand drame. Bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là et je vous remercie en tout cas de toutes ces choses. Merci à toi. Merci à toi, merci à vous. Merci.
j'espère qu'on se retrouve très vite en live, en tout cas. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Plaisir. Salut tout le monde. À bientôt. Soyez Salut, prudents. ciao. Ciao.